des concepts basiques comme l'ennui, c'est des choses qu'on n'a plus. Et je pense que ça fait partie de notre équilibre, en tout cas du mien, et du coup je me force à me faire chier. Ok. Et ça t'as fait ça quand, Vipassana ? C'était pendant mon voyage en Asie 2019. Ok. Qu'est-ce que t'en as retiré ? C'était très dur, j'ai beaucoup pleuré, de manière très intense, sur des choses très profondes. Et en même temps, je me suis dit, waouh, il y avait une partie de moi que j'avais pas trop explorée. Tu vois, parce qu'en fait, t'as pas le temps et tu cherches beaucoup le divertissement, je pense, au quotidien. Et donc, un grand apprentissage et plus de méditation dans ma vie au quotidien, de manière un peu moins violente, notamment avec le vélo. Oui. Pour moi, le vélo est une super forme de méditation, mais un truc trop intéressant que je conseille à tout le monde. Exécuté par qui ? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Un jeudi sur deux, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets, des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5 € par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Salut Victor. Salut. Comment ça va ? Ah, ça commence ? Ouais. Ah, ça va bien. Putain, t'as pas prévenu, t'es vraiment... Ça va très bien, et toi ? Ça va super. Je te prends un peu à froid là ou tu veux un verre d'eau Non, je suis bien, j'ai pris un bon thé. Ok. Bienvenue dans l'histoire de succès. Je suis trop heureux de t'avoir dans ce podcast. Je suis ton travail depuis un petit moment en fait. Comment tu te définirais ? Est-ce que tu dirais que t'es influenceur, mais je crois pas vraiment que ce soit ça, comme ça que tu te définirais ? Tu es intervieweur, tu fais ça un peu ? Déjà, merci, je suis très honoré d'être là. Parce que je t'avais pas dit, mais j'écoutais pas mal de podcasts aussi. Ah ouais ? Ouais, surtout à mes débuts où j'avais besoin, je pense, d'entendre des gens. Ah, trop bien. Et ça m'a beaucoup inspiré. Ah, trop bien. Donc, plaisir partagé. Ah, trop bien. Non, tu me l'as pas dit. Non. C'est mignon, pourquoi tu me l'as pas dit ? Bah, je sais pas, c'est pas que j'avais honte de te le dire, c'est juste que, je sais pas, on m'en a pas trop parlé, donc voilà. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Et comment je me définis ? Je pense que je suis un créateur et un créatif, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou vraiment dans des projets purement artistiques, j'aime la création. Ok. T'es derrière deux projets, t'as un projet perso et t'as un projet, on va dire, d'entreprise qui dépasse un petit peu ton nom, hein, c'est ça ? Donc, et en fait, je t'avoue que je sais pas trop à quel moment t'as commencé, donc ça va être trop intéressant parce que si je me trompe pas, t'as démarré sur TikTok. Alors en fait, moi j'ai démarré en tant que photographe, notamment avec une série de photos de Burning Man. Incroyable. Ouais, c'est la première fois où vraiment j'ai eu ton premier buzz. Exactement. Ok. Exactement, le premier moment où tu vois, en fait, tu crées sur Internet. Ouais. Et d'un coup, t'as des gens qui s'intéressent de ouf à ce que tu te fais contacter et tout. Et donc j'ai commencé comme ça. Donc le Burning Man, pour les gens qui l'ont pas, c'est un festival dans le désert américain. Ouais. Comment dire, haut en couleur, hein, je crois qu'on peut dire ça. Ouais, c'est très beau, c'est marrant. Il y a plein de gens qui disent genre, il y a de la drogue et des gens à poil. Ce qui est vrai, mais pas que. C'est un peu caricatural et réducteur, quoi. Exactement, parce qu'en fait, il y a plein de choses et c'est un truc incroyable. Vraiment, j'ai vécu un moment formidable et je pense que ça s'est retrouvé dans mes photos. Et du coup, bah, ça a marché. Et à partir de là, je me suis mis à faire de la vidéo
j'ai commencé en tant que réalisateur. Même si j'adorais le monde de YouTube, tu vois, j'étais passionné, j'écoutais tes podcasts, mais je crois que j'avais un peu peur de me mettre en scène. Tu vois, le rapport avec la caméra, quand c'était un gros réflexe avec la lumière, demandait une paire de couilles que je pense qu'à l'époque j'avais pas. Tu veux dire de tourner la caméra vers toi? Exactement. C'est pas du tout le même rapport, tu vois, de filmer des gens ou de te filmer toi. Et je crois que tu vois, même aujourd'hui, ça c'est un truc qui peut étonner les gens, j'ai encore un peu de mal à faire du face cam. Tu vois, c'est un rapport très bizarre de je vais m'auto-mettre en scène pour raconter quelque chose. Mais j'ai quand même appris à le faire, notamment pendant le Covid. C'est vraiment là où j'ai percé en tant que créateur avec ma tête, parce que j'avais fait un voyage à vélo en Asie. Et en fait, j'avais pas le choix. Si je voulais raconter cette histoire, il fallait que je prenne sur moi et que j'apprenne à me mettre en scène. Pourquoi? Parce que c'était mon histoire. Ouais. Mais t'aurais pu raconter ton histoire sans jamais te filmer? En fait, c'est compliqué parce que ce que je voulais vraiment raconter, cette fois-ci, c'était mon histoire, mon ressenti. C'était très personnel, en fait. Et du coup, j'aurais pu pas me filmer, mais ça aurait été un peu mentir sur ce que j'avais envie de raconter. Ok. Tu vois, je crois que c'est vraiment la première fois de ma vie. J'ai beaucoup raconté les autres et j'aime raconter les autres, sincèrement. On va en parler. Mais ouais, c'était la première fois de ma vie où je me suis dit, en fait, j'ai envie de me raconter moi. J'ai envie de raconter comment j'ai grandi à travers cette aventure qui était folle. Et aussi, peut-être que j'ai accepté que c'était pas forcément que égoïste de se filmer, tu vois. Oh. Okay. Ouais, et que c'était aussi de dire, je pouvais apporter au monde avec ma propre expérience et que j'étais pas seulement obligé de parler des autres. Incroyable. Bon, on va parler de tout ça et en fait, oui, j'en ai pas parlé, mais t'es aussi derrière le Guide Ultime, qui est un énorme compte sur Insta, notamment sur Insta, avec plus d'1 million d'abonnés, où en gros tu vas présenter des restaurateurs, c'est ça? Exactement. C'est ton job, c'est le Guide Ultime. Voilà, tu vas manger des trucs avec des gens et tu présentes un petit peu les restos, quoi. Exactement. Des fois, les gens me disent, ton travail c'est de manger. Et il n'y a pas que ça, mais il y a un peu de ça. J'ai mangé dans énormément de restos à Paris. Vraiment, sincèrement. D'ailleurs, putain, hier, on a fait un tournage avec Louise de My Better Self. Et on a fait le top des chocolats de Pâques. J'ai mangé une quantité astronomique de chocolat. Incroyable. Vraiment. Et t'as survécu? Et j'ai un peu mal au vide. C'est pour ça que j'ai pas pris de dessert à midi. Mais non, j'ai survécu. Donc ouais, j'ai très bien mangé. Et l'objectif, c'était, après le confinement, moi, j'étais bloqué à Paris, donc je pouvais pas voyager. Et j'avais vraiment cette envie profonde de faire découvrir ma ville, un peu comme un guide touristique. Et je me souviens, j'avais mis en story, je sais pas trop quoi donner comme nom à ce projet, mais j'ai vraiment envie de faire le guide ultime de la street food à Paris. Et j'avais une abonnée qui m'a dit, appelle ça le guide ultime. C'est qui une abonnée? J'ai une abonnée, pardon. Une abonnée qui m'a dit ça. Une abonnée, pardon. Tu me dis le moi parce que j'ai tendance à très peu articuler. Oui, t'inquiète, c'est pour ça. Oui. Et donc oui, j'ai une abonnée qui m'a dit, appelle le guide ultime. Parce que c'est ce que t'as envie de faire. Et c'est comme ça que c'est devenu le guide. Bien, merci à cet abonné. Il doit se dire, c'est grâce à moi. Aujourd'hui, elle a la meilleure anecdote dans les bars. Tu connais le guide ultime? C'est grâce à moi. C'est moi qui lui ai soufflé. Mais il y a une personne qui peut dire ça, effectivement. C'est incroyable. Ouais. Bon, on va parler de toute ton histoire globalement et aussi de ton appétence pour les gens parce qu'on a déjeuné ensemble juste avant cette interview. Et effectivement, tu m'as dit une phrase du genre, les gens, c'est le meilleur truc au monde, quoi. Ouais, je pense. Voilà, c'est une question très ouverte. Ouais. Comment je peux même pas une question d'ailleurs, mais d'où ça devient? Je pense que mes parents, ma mère notamment, étaient très très animés par les gens. Donc c'est un truc un peu familial. Et après, des fois, tu sais pas trop. Tu sais, juste j'ai eu cette curiosité. Je pense que je suis très curieux. Et je trouve que t'apprends rien de plus que des gens. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et que toutes les histoires, toutes les choses sont faites par des gens. Et finalement, si tu vas à la source, tu retrouves les gens, quoi. C'est pas moi qui veux te dire le contraire. C'est clair. Mais avant ça, j'aimerais bien te poser la question que je pose à tous mes invités. À quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans? J'étais, je pense, à la fois très joyeux et plein d'amour. Et en même temps, un petit peu renfermé, un petit peu effrayé par le monde. Et très émotif. Ma mère m'a toujours dit que j'étais très sensible. Et du coup, j'avais aussi un peu peur d'affronter le monde. Ok. Mais j'aimais beaucoup ce monde. Donc t'étais un petit garçon sensible, c'est ça? Ouais. Et t'arrivais à accepter, à vivre tranquillement tes émotions en tant que petit mec? Non, je pense pas. Je pense que c'était dur parce que on vivait dans un monde, et c'est toujours le cas, où quand t'es un garçon, il faut être beaucoup plus fort, beaucoup plus masculin. Et moi, je me retrouvais pas trop dans ces codes.
Et en même temps, j'arrivais pas trop à trouver des codes qui me correspondaient plus, parce que j'étais pas non plus une femme, mais j'étais pas un homme dans le sens où la société voulait me l'imposer. Donc ça m'a pris du temps et du chemin pour trouver qui j'étais. Et aujourd'hui, je dirais que finalement, c'est pas si important mon genre, tu vois, c'est juste, je suis moi et c'est très bien comme ça, quoi. C'était quoi quand tu dis ça m'a pris du temps pour comprendre qui j'étais? Moi, c'est beaucoup le voyage qui m'a permis de m'ouvrir. Parce que tu rencontres plein de gens, tu vois d'autres sociétés, tu réenvisages des choses qui étaient pour toi des normes. Et en fait, tu te rends compte que c'est beaucoup des marqueurs sociaux, que c'est pas des vérités. Et donc, tu prends du recul, tu vois, sur, je sais pas, comment tu dois te comporter en tant que personne, c'est quoi ton rôle par rapport aux autres, c'est quoi les règles, qu'est-ce qui est acceptable ou pas. Et voilà. Ok. T'as beaucoup voyagé? J'ai beaucoup voyagé, ouais. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et c'est, je pense, une des choses qui font mon identité aujourd'hui. Parce que c'est une des choses ça m'a beaucoup marqué, forcément. C'est une partie de, pas mon éducation, mais comment dire, c'est un peu comme mes études, tu vois. Moi, j'ai fait l'école du voyage. T'as fait quoi comme étude? J'ai fait un master d'éco, mais je suis parti 2 ans et demi. C'est-à-dire? En gros, je suis parti 1 an en Erasmus à Athènes. Ok. 1 an et un peu plus en Erasmus à Bangkok. Sauf que c'était pas Erasmus, c'est un autre échange. Et après, j'ai fait d'autres stages à l'étranger. Ah ouais. Ouais, j'ai bien profité du système. Oui, c'est ça. Et pourtant, pour faire de l'éco. La vérité, c'est que je faisais pas tant d'éco que ça. Je vais pas te mentir. Je voulais surtout fuir Paris, en fait. J'étais à la fac de Nanterre et je me sentais pas du tout à ma place parce que c'est une grande université, beaucoup de gens. L'économie, je crois que c'était pas tant ma passion que ça, en vrai de vrai. Mais je me suis dit comment je peux utiliser cette chance d'avoir des études gratuites en France pour essayer d'en faire un maximum, et cette chance d'avoir ce programme qui s'appelle Erasmus. Et je suis devenu aujourd'hui un ambassadeur Erasmus. J'harcèle tous les jeunes sur ce programme, et j'ai même harcelé ma comptable parce qu'elle rêvait de partir en Australie, et j'ai forcé à partir, et là elle est partie du coup, et elle est trop heureuse. Elle est partie enfin pas en Erasmus, non, mais en Australie avec un visa vacances-travail ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Et du coup, je suis vraiment la pire personne qui, si je sens en toi une petite étincelle sur le voyage, je suis insupportable. Et tu fais quoi alors? Genre, il faut partir. Non, je trouve des arguments, j'explique pourquoi c'est une bonne chose. En fait, j'essaye de comprendre ta psychologie et trouver les arguments qui pourraient t'aider à faire le pas. Parce que souvent, ce qui est très dur pour les gens, et s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont envie de partir, c'est vraiment le truc tu prends ton billet et ça y est, t'es dedans, quoi. Et ça, c'est très dur, tu vois. C'est un vrai commitment. C'est toi qui a... Enfin, en tout cas, t'as l'impression dans ton parcours que ça a été le truc qui a été compliqué à dépasser? Ouais, c'est dur. C'est dur quand t'as tes bases. Le premier voyage, il est dur le premier voyage, tu vois. Parce que tu sais pas trop ce que tu vas trouver, t'as peur d'être seul, t'as peur d'être triste, tu vas être loin de tes proches pour la première fois. Et c'est beaucoup de choses à dépasser. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être encore plus dur, parce que chez les jeunes notamment, il y a beaucoup d'anxiété, il y a encore plus de peur, je pense, du monde. Mais je pense que c'est un bel effort et c'est une belle preuve de courage. Qu'est-ce que t'as trouvé, toi, dans ton voyage et notamment dans ton premier Erasmus? Plein de choses. Déjà, c'est dur, c'est une bonne question d'essayer de creuser un petit peu. Des rencontres, ça c'est un truc qui est fou, tu vois, des rencontres de plein d'autres pays, et aussi une grande ouverture sur le monde, sur les cultures. Et aussi une découverte de moi-même, parce que j'étais dans un nouveau monde, je pouvais un peu me réinventer, et du coup t'as moins le poids social de tes proches, de ta famille, des gens autour de toi. T'es vraiment libre, quoi. J'ai découvert la liberté, je pense. Waouh. J'ai découvert la liberté. T'avais quel âge? 19 ans. Ok. Pas mal. Ouais. À 19 ans. Ouais, c'est vrai. De découvrir la liberté. Revenons-en à ton métier, à ton travail. Comment t'en es venu à te dire, tiens, en fait, ça pourrait être intéressant de créer du contenu? T'en es venu comme ça, ou alors c'est vraiment cette série de photos que t'as mise en ligne et qui a buzzé? Moi, en fait, je faisais des vidéos sur Internet avant que le métier d'influenceur existe. J'aimais juste créer et partager. Et en fait, quand j'ai vu Internet, je me suis dit, c'est vachement mieux que les festivals si tu veux faire de la vidéo et la partager. Et du coup, ça a un peu commencé comme ça, je dirais, par hasard. Les festivals, tu veux dire les festivals de vidéo. De vidéo, par exemple, ouais. Si tu fais de la vidéo. Ou les expos photos.
Je me souviens, j'avais eu cette discussion où je disais à un pote qui était photographe, mais en fait, je vais créer une page Facebook et je vais partager mes photos. Pourquoi j'allais me galérer à essayer de convaincre des gens qu'on est galéré à Paris de m'afficher, ça vaut pas le coup. Et donc j'ai commencé comme ça, et quand j'ai vu les youtubeurs arriver et tout, je pense que j'avais aussi du désir, parce que je me dis, putain, c'est tellement cool. Ils font ce qu'ils aiment, ils créent, et ils ont plein d'opportunités. Donc je pense que d'abord, ça a été un désir. C'était en quelle année, ça, excuse-moi? Je pense que c'était... YouTube, c'était plutôt 2016, c'est ça? Ouais, un peu plutôt, si tu veux, mais ça dépend après de quelle génération de youtubeurs tu parles. Norman, Cyprien et tout, c'était quand ça? Ouais, vachement plus tôt. Ah ouais? Ouais. Oh, je suis hyper vieux, putain. Norman, Cyprien, pour moi, ils ont commencé à percer en 2010-2011, quoi. Ah ouais, waouh! Ah oui, c'est vrai que ça remonte. Je pense qu'au début de YouTube, déjà, je trouvais ça trop cool, mais je m'autorisais pas le droit de me dire je peux essayer d'être youtubeur. Parce que, notamment au tout début, c'était dur, tu vois. Et je trouve que ce qui est trop bien aujourd'hui, notamment avec ton téléphone, c'est que c'est beaucoup plus simple. Je crois que c'est ça. Dès le début de YouTube, je trouvais ça cool et intéressant. Et je me suis permis de le faire au moment où tu pouvais le faire avec ton téléphone, parce que il y avait moins d'enjeux. Ah, d'enjeux? Ouais, pour moi, dans ma tête. Ok. Parce que c'est moins stressant, en fait, tu vois. Genre, tu veux dire que c'est moins stressant de se dire, ok, je sors mon téléphone et je filme? Ouais. Que de te dire, ok, il faut que je prépare une caméra, le matos, le bon objectif, etc. Ouais, complètement. Ok. Je sais pas si d'autres gens partagent ça ou si c'est très personnel. Mais je pense qu'il y avait quand même chez moi une peur de le faire, tu vois. Et le fait de pouvoir le faire plus facilement, c'était une vraie aide. Et c'était pas que une question de... ça coûte cher d'acheter une caméra, un appareil photo numérique, etc. Il y avait aussi le truc de se dire, ok, il y a un peu un côté, à partir du moment où tu prends une caméra pour filmer, ça y est, t'es réalisateur. Ouais, alors quand tu prends un téléphone, t'es juste un connard dans la rue en train de filmer, quoi. Exactement. C'est ça? Ouais. Et si, je pense que le prix jouait un petit peu, mais si je suis honnête avec moi, c'était pas ça. Le problème, il était plus dans la peur que j'avais de faire ça, quoi. Et tu vois, aujourd'hui, c'est marrant, mais même quand je fais une vidéo qui fait des millions de vues, c'est comme si je voulais pas l'accepter, tu vois. C'est comme si je me disais, en fait, cette vidéo, c'est un peu, je l'ai fait pour des potes. Elle va marcher, elle va faire des vues, mais c'est pas vraiment réel. Tu vois ce que je veux dire? Non. Il va falloir que tu m'expliques. En fait, je trouve que... Tu me disais, j'ai la sensation que c'est pas réel. Ouais. En gros, je crois que ça me fait du bien de prendre de la distance et de pas me mettre la pression sur les chiffres. Et ma manière de pas me mettre la pression sur les chiffres, c'est de faire comme si c'était pas réel. Et je crois que j'ai un peu ce rapport avec les chiffres globalement. Tu veux dire réel, ça veut pas dire que t'es pas en train de vivre le moment que t'es en train de filmer. C'est plutôt, une fois que c'est uploadé et que c'est sur l'internet. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, c'est déjà ça m'appartient plus. Et c'est comme si c'était pas des vrais chiffres. Tu vois? Non. C'est intéressant, hein. Ouais, t'as du mal à assumer le succès? Je crois, ouais. Je crois qu'il y a un truc où je me dis... en fait, c'est vrai que même quand les gens ils viennent me voir dans la rue et tout, je suis un peu timide et je suis un peu en mode ah merci et tout, je sais pas trop quoi dire, je suis hyper gêné en fait. Ouais, je crois que oui, en fait, je me dis... Et tu vois, je minimise beaucoup, genre sur le guide ultime par exemple, je vais beaucoup dire oui, on a 1 million d'abonnés. Même si je suis bien sûr pas tout seul sur le guide ultime, j'en suis aussi beaucoup responsable de ce million d'abonnés. Mais le fait de dire c'est comme si c'était pas moi. Et du coup, c'était ok, tu vois. Mais ouais, non, j'ai beaucoup de mal à accepter les chiffres. Ok. Parce que t'as l'impression que ces chiffres-là t'appartiennent pas? Parce que c'est toi. C'est-à-dire, globalement, ça pourrait être n'importe qui d'autre derrière la caméra, ça serait pas du tout la même chose à la fin. Ouais, je sais pas. Il faudrait que j'en parle avec ma psy. Ok, je t'embête pas plus avec ça. Alors. Non, on peut en parler, mais c'est vrai que... Souvent, les gens, quand ils me disent « faudrait que j'en parle avec ma psy », je sais que... Non, mais c'est pas... Ok, ouais, comme tu veux. C'est toi qui me dis. Non, c'est ok. Attends, j'essaie de réfléchir. C'est bizarre déjà, le succès, tu vois. C'est très... Et puis encore une fois, moi j'ai commencé assez tard, j'ai 32 ans, et du coup, 2020, j'avais genre 28-29. Donc avant, j'avais fait des choses qui avaient bien marché, mais rien à voir avec les réseaux, tu vois. Et du coup, t'arrives dans un monde qui est un peu ouf, tu vois. J'étais à l'avant-première de Dune, il y avait Timothée Chalamet à côté et tout.
Et t'as un peu ce truc où tu te dis, c'est moi qui suis là, tu vois. Et du coup, ça fait un peu une dissonance avec, je sais pas si c'est l'image que j'avais de moi, mais en tout cas, ce que j'avais l'impression de mériter et ce que le monde m'offrait, tu vois. Ce que t'avais l'impression de mériter. Incroyable. Ouais. D'où viennent tes parents? Je pense qu'en creusant, tu vas trouver des trucs. Mon père est égyptien et ma mère est du sud de la France. Et c'est vrai que dans l'éducation que mon père m'a donnée et que je pense lui a reçue, il y a beaucoup ce truc du travail, de l'effort, de l'humilité. Voilà, c'est très important c'est pas de pas être fier, mais de garder ça un peu pour soi et de pas être de trop extérioriser. Et je pense que mon rapport à la caméra, c'est beaucoup lié à ça. En Égypte, il y a quand même ce rapport où c'est très mal vu de se filmer soi ou de filmer les autres. Parce que c'est très impudique. Et donc, même si mon père m'a pas forcément il m'a jamais interdit de faire des vidéos, je pense que j'ai un peu intégré ce rapport à l'image, tu vois. Ok. Et derrière l'éducation très faut travailler, faut que ce soit dur et tout, t'as l'impression de pas avoir travaillé des masses? Si, en vrai, tu vois, sur les réseaux, j'ai beaucoup bossé. Je me faisais des semaines. Au début du Guide Ultime, pour que ça fonctionne, je faisais une vidéo par jour, tous les jours. Genre pas de off, pas de week-end, pas de vacances, c'était tous les jours une vidéo. Donc c'est un travail immense, hein. Enfin, ouais. En fait, ça paraît simple. Je crois qu'il faut le dire aux gens qui connaissent pas, c'est que généralement, plus ça paraît simple à faire, plus c'est dur à faire. Ouais, c'est vrai. Il faut avoir ça en tête. Ouais. C'est que si t'as l'impression que tu peux prendre ta caméra et faire ça avec n'importe quel restaurateur, etc., bah essaye, tu verras. C'est pas aussi simple que ça, quoi. Ouais. Bah tu vois, là, juste avant de te voir, il fallait que je finisse une vidéo, ce que je te disais, sur les chocolats. Et du coup, en fait, j'ai tourné hier pendant 4-5 heures. Après, j'ai monté pareil pendant 4-5 heures. Et la vidéo, elle fait 1 minute 30. Tu montes toi-même? Ouais. J'ai des monteurs maintenant qui m'aident, mais j'aime bien aussi monter. Il y a des trucs que je peux pas déléguer à mes monteurs. C'est trop personnel. Les chocolats, c'est perso, d'accord? Non, mais tu vois, c'est con. Tu pourrais dire c'est qu'une vidéo sur les chocolats, mais en fait, j'y mets tellement de cœur. J'essaie tellement de faire un truc qui me correspond, que j'aime, où tu vois, j'ai l'impression de transmettre un truc, qu'il y a quand même une partie artistique, tu vois. Et ça, bah, ouais, je mets beaucoup de moi dans ce que je fais. Oui, c'est normal, hein. Ouais, c'est vrai. Enfin, je comprends. Mais ce que je voulais plutôt te dire, c'était est-ce que tu as la sensation que tu mérites pas ce qui t'arrive parce que quelque part, il y a aussi beaucoup de plaisir dans ce que tu fais? Ouais, énormément. C'est pas vraiment du travail. Ouais, je crois que j'ai un rapport, et plein de gens le même, tu vois. Travail-souffrance, travail-labeur, tu vois. Et tu sais d'où ça vient, travail? Ça vient de tripalium. En latin, en allemand. En allemand. En latin, qui est un instrument de torture, en fait, ouais. tout simplement. Et aussi, tu vois des gens galérer, tu dis, c'est pas juste. Et en plus, t'as ce truc où, des fois, je crois que je me censure un peu avec des proches, parce que, à la fois, je suis ultra grateful de ce que je vis, et je me dis, c'est pas juste. Et si je commence à parler de ça à d'autres gens, bah, ils vont mal le vivre, ils vont être en souffrance, parce que c'est pas juste. Parce que, en vrai de vrai, tu vois, mes conditions de travail par rapport à d'autres gens, c'est pas juste. C'est malheureux, hein, c'est le système qui veut ça, mais ouais. Ok. Et t'arrives quand même à en profiter? Ça va. En vrai, je vais pas mentir. Bah, t'as le droit de me le dire à moi. Bon, il y a personne qui écoute. Une personne ou deux qui écoute, quoi, tu vois. Non, ça va, parce que je peux pas me flageller d'avoir de la chance et d'avoir du succès, mais non plus, je vais pas en faire un étendoir. Oui. Tu vois, je pense qu'il faut continuer à essayer d'être utile pour les autres, à essayer de faire des trucs positifs, et de pas prendre ça égoïstement et se dire, voilà, chacun sa merde, et maintenant... Et même, en fait, je dis ça, mais c'est hyper égoïste, parce que je pense que si t'es trop là-dedans, bah t'es pas heureux, quoi. T'es trop là-dedans quand tu veux. Dans le côté chacun sa merde et juste être très individualiste. Oui. Donc en fait, c'est très égoïste de ne pas vouloir être individualiste. Ouais. Et j'allais te dire, t'es sûr que les gens que t'aimes autour de toi et tout, ils seraient pas heureux de ton succès, que tu leur racontes un petit peu plus ce qui t'arrive et qu'ils soient heureux pour toi? T'es convaincu que ça créerait de la jalousie ou... Non, je pense que les gens que j'aime profondément seront très heureux. Et en même temps, comment dire, je pense que quand c'est dur pour quelqu'un, c'est une forme d'empathie aussi d'avoir, tu vois. Je peux pas, je dirais pas qui, mais je pense à certaines personnes pour qui je sais que c'est dur et je sais qu'ils sont en souffrance. Et effectivement, être mis face au succès ou à la réussite de quelqu'un, ça peut être un peu diminuant. Tu vois, c'est tout con, mais si c'est genre un repas de famille et en parlant, ben... Voilà, tu sens que t'es très valorisé, ça peut être en comparaison dur pour d'autres personnes. Okay. Mais je dirais que c'est pas de la jalousie, c'est plutôt de la souffrance. Ouais, je comprends. Et tu vois pas ça comme ça pourrait être aussi une façon de dire
De montrer qu'en fait, il y a moyen de sortir du caca. Bah, des fois, tu sais, j'essaie de le faire avec des proches et je me rends compte que c'est pas toujours la bonne idée. Parce que des gens, en fait, ça peut ça peut, faire genre, ah ouais, mais toi, t'as l'impression que t'as réussi, c'est facile, mais tu te rends pas compte que pour moi, c'est beaucoup plus difficile. Et en fait, tu te prends pour qui à me dire ce que je dois faire de ma vie, genre, ça peut être très très mal reçu. J'essaie de le faire et je fais beaucoup au quotidien. D'aider les gens à essayer de s'épanouir dans ce qu'ils font, notamment que ce soit professionnellement ou artistiquement. Mais il faut faire aussi attention à ça et je suis un peu vigilant maintenant. Avant, j'étais un peu un petit con, tu vois. C'est-à-dire Bah, tu vois, en mode. Toi, t'étais un petit con. Un peu en vrai. Ça veut dire quoi? Mais je dirais c'était plutôt maladroit que connard, tu vois. Oui. Mais un peu en mode crois en tes rêves, tout est facile. Et ça peut être dur pour plein de gens en fait. Et ça, je me rendais pas compte. Ouais, je comprends. En fait, ce que je voulais plutôt dire, c'était quand tu viens partager ton propre succès, tu vois, de venir raconter sans pour autant te la raconter, que t'es allé à l'avant-première de Dune 2 et que c'était cool et que waouh, t'en avais plein les yeux et tout. Je trouve ça chouette de venir le partager. Si t'en fais un truc de je vais te le raconter pour te diminuer, ça c'est de la merde, mais je crois pas que tu sois là-dedans. C'est pour ça, tu vois, je te disais, bon, il y a aussi moyen de venir dire aux gens qu'en fait c'est possible juste en étant qui tu es, quoi. Je pense qu'il faut que je travaille mon rapport coupable au plaisir. Very good thérapie. je fais mon autothérapie, tu sais, comme ça. Très très bon sujet de thérapie, le rapport coupable au plaisir, surtout quand t'es dans un métier plaisir. Ouais. C'est-à-dire que j'ai l'impression que là, le métier que tu fais actuellement, c'est beaucoup de plaisir, tu vois. Et c'est hyper intéressant de réfléchir à quel point t'es à l'aise avec le fait de ne pas travailler, entre guillemets. En tout cas, t'es pas en train de trimer. Ouais. T'es pas en train de galérer et de gagner de l'argent grâce à un truc qui finalement te fait kiffer, quoi. Ouais. Et c'est dur, hein. C'est dur, c'est trop bizarre. Toi, t'y arrives Écoute, thérapie également, mais ouais, moi je viens d'un milieu plutôt ouvrier, tu vois, donc c'est sûr qu'il y a aussi ce truc de no pain no gain, quoi, tu vois, faut galérer pour réussir, quoi, tu vois. Et ouais, non, c'est pas facile. C'est pas facile du tout, surtout quand quand t'es le premier entre guillemets à sortir entre guillemets, ou en tout cas à t'extraire et à venir dans un truc où ok, en fait le travail ça peut aussi être du plaisir, quoi. C'est pas fastoche, hein, quand on t'a pas éduqué là-dedans. Ouais, c'est clair. Mais parlons un peu des gens. Parce qu'effectivement, t'as le guide ultime dont on a parlé tout à l'heure. Donc, déjà, tu vas bouffer dans des restos. Donc, excuse-moi, mais alors là, si on n'est pas dans du plaisir, je ne vois pas ce que ça peut être, quoi. Et alors, attends, j'ai plus en tête. Parce que tu sais, moi, je suis pas sur TikTok. Je suis trop vieux, moi, pour être sur TikTok. Ouais. TikTok, ça me gonfle un peu. Donc moi je te suis sur Insta à la base, Victor Apchi qui est ton nom. C'est ça. Et sur TikTok les gens te connaissent pas sous ce... C'est extrêmement confusant, très mauvaise stratégie de communication. Mais du coup j'ai changé mon nom sur... Ah, tu viens de le changer? Sur Instagram. J'ai gardé le arrobase, oui. Mais en gros mon pseudo c'est Vito, Vito, qui est en fait le nom que me donnaient mes meilleurs amis à l'époque de la fac. Et sur TikTok ton compte c'est quoi alors? C'est vito.video. Ouais vraiment, mec. Et ça, tu peux plus changer, alors tu peux pas te transformer en Victor Apchi sur... En fait, je pourrais, mais c'est marrant, tu sais, des fois, il y a des jeunes, ils me reconnaissent et disent « Ah, c'est Vito Vidéo. Ouais. » Ça me bute, ça fait prénom, nom. Et en fait, je crois que je suis un peu attaché à ça maintenant. Okay. Tu vois, Vito Vidéo. Okay, c'est drôle. C'est un peu mon alias influenceur... Donc, je vais refaire l'intro de ce podcast. On est avec Vito Vidéo. Ouais. Mais tu sais, des fois, ça me gêne. Genre, je fais, je sais pas, des conférences et tout avec des marques et des clients. Et les gens m'appellent Vito, tu vois. Et en fait, dans ma tête, ça me fait bizarre parce que c'est soit mes meilleurs potes qui m'appellent Vito, soit des maxi inconnus. Ouais. Et c'est trop marrant, tu sais, qu'ils utilisent le même nom. Ça me fait un peu bugger, quoi. C'est intéressant parce que j'adore ton compte perso parce que tu vas avoir donc effectivement il y a cette vidéo où tu racontes ton voyage en Asie à vélo, mais il y a aussi plein de vidéos où tu t'interpelles juste les gens. C'est des gens que t'interpelles dans la rue, j'imagine, comme ça, random. Ouais. C'est des micro-trottoirs. Ben, en fait, c'est marrant, ce format a commencé à un moment où j'en avais marre de faire des vidéos de bouffe, où j'avais perdu un sens profond de ma motivation. Tu vois, en fait, j'avais besoin d'artistique. J'en avais marre de faire des trucs où j'avais trop de partenariats, trop d'obligations. Et tu vois, à un moment, t'es un peu en mode semi-automatique.
J'ai trop d'argent, laissez-moi tranquille avec tout cet argent, moi je veux revenir à des choses simples. Oui, finalement des choses simples comme les pubertas par exemple. Non, t'as pas cette ref. Je suis trop vieux, putain, merde. Désolé, j'ai rigolé poliment, mais je n'ai pas la ref. Non, Erta a une période. Oh là là. Ah, le goût des choses simples. Voilà, mais tu sais, avec le gamin qui est en train de jouer avec dans un petit ruisseau là, tu sais, qui fait une petite roue qui construit lui-même une petite roue pour faire en sorte que sa roue elle tourne dans un ruisseau. Je peux vraiment pas t'aider. Vraiment, t'es allé trop loin. Tous mes amis Quadra s'en souviendront. Ok. Mais j'ai pas beaucoup de Quadra qui m'écoutent. Big up les Quadras. Salut les Quadra. Donc ouais, le goût des choses simples, tu voulais revenir à un truc simple. Ouais, en fait, c'était même pas l'argent, c'était juste le sens. Tu vois, en fait, à un moment, tu perds le sens. Et je pense que dans le succès, t'as aussi ça où en fait, tu deviens quelqu'un. Et en fait, c'est Orelsan qui disait j'ai pas envie de revenir une parodie de moi-même. Et à un moment, j'étais un peu devenu une parodie de moi-même, tu vois. Ma voix off, c'était juste une façon forcée de parler. Mes sujets, c'était juste des sujets qui marchaient. Et en plus, après, les gens, ils t'attendent pour ça. Donc en fait, c'était un peu dans une boucle où les marques, elles te contactent pour ça. Tes abonnés, ils attendent de voir ça. Et moi, j'ai vraiment une crise, tu vois, je me souviens très bien, il y a quelqu'un qui m'avait dit « Non, mais toi, de toute façon, t'es un influenceur food. » Et c'était pas méprisant. Ouais. Mais moi, ça m'avait blessé. Parce que je m'étais dit, en fait, j'ai plein d'autres choses à offrir au monde. J'ai pas envie d'être pas diminué parce que je pense que c'est une passion incroyable. Mais moi, c'était pas mon envie, tu vois. C'était pas ma place. Restreint à ça. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que c'était le terme influenceur food qui t'emmerdait ? Ouais. Parce que j'ai l'impression que derrière tes vidéos, il y a plutôt un truc de j'ai envie de faire découvrir un restaurant, un restaurateur, les gens qui sont derrière le restaurant. Exactement. Aussi, quoi. C'est ça. C'était l'humain qui me manquait, tu vois, dans cette dénomination. Et c'était plutôt la partie food qui me saoulait que influenceur. Bon, influenceur me saoule aussi pour d'autres raisons. Mais ouais, je m'influence des gens à aller à un endroit parce qu'on peut le dire, c'est qu'à partir du moment où tu fais une vidéo dans un resto, a priori le gars il va être plein pour un moment quoi. Bah ouais, en fait déjà c'est pas toujours le cas et aussi je sais pas un musicien qui porte du Chanel, il va influencer les gens à porter du Chanel, mais on dit pas t'es un influenceur Chanel. Tout à fait. T'es musicien et à côté tu peux influencer. Mais c'est un résultat en fait, c'est pas c'est là où c'est dangereux je pense. C'est que c'est pas ta volonté, c'est pas mon objectif d'influencer les gens, mon objectif c'est de créer. Tu vois, c'est comme être star de cinéma ou comédien. Je pense que ce qui est sain c'est d'être comédien. Peut-être qu'un jour tu deviendras une star de cinéma, mais t'es heureux d'être comédien, tu vois. Tu cherches pas à devenir star de cinéma. Tout à fait. Bref, digression. Non mais c'est trop intéressant. C'est que parfois je blague parce que moi je me considère comme influenceur vasectomie. Okay. Parce que j'ai fait une vasectomie et j'ai dit à... Donc il y a des gens qui m'écrivent en me disant grâce à toi j'ai fait une vasectomie. Donc je me dis je suis influenceur vasectomie. Bientôt un code promo moins 20% avec le code FAB sur ta vasectomie. Tu t'es déjà fait contacter pour Non. Je sais pas, pour des cliniques privées. Non, si. Alors j'ai des cliniques privées en Turquie qui m'appellent pour me faire mettre des cheveux. Très drôle. Ça, je n'irai pas, tout simplement, parce que je ne me considère pas comme influenceur cheveux. Ouais, mais tu pourrais le devenir en acceptant. T'as un partenariat de devenir influenceur cheveux. Oui, il faudrait que j'en fasse toutes les semaines, t'imagines ? Ouais. C'est très compliqué. J'ai vu à un moment, t'avais une perruque. Ouais. Très drôle. Ouais, c'est pour ça aussi. C'est que les gens ils se sont dit, tiens, en fait, peut-être il a envie de mettre des cheveux. C'était vraiment une expérience qui m'a dépassé. C'est drôle, hein. Et Ken Kojandi avait fait la même chose pour la promo. Oui, je sais. Ah, c'est toi qui lui avais donné l'idée ? Oui. Ah, d'accord. Mais Ken, il a vu ma vidéo, tu vois, je lui ai envoyé tout de suite parce qu'on a beaucoup parlé de la calvitie, lui et moi, quoi, tu vois. Donc ouais, je suis allé le filmer quand il était en train de se faire poser la perruque et tout, quoi. Trop drôle. C'est moi qui le filme. J'avais un peu l'impression que c'était mon enfant, tu sais. C'était là, c'est trop mignon ce que t'es en train de faire. De voir sa tête qui était là, oh putain, j'ai des cheveux. Ouais, c'est d'affaire bizarre, hein. Oui, je mettrai un lien pour les gens qui veulent aller découvrir cette superbe vidéo où je teste des cheveux et que d'un coup d'un seul, je me rends compte que, oh putain de merde, c'était une blague et finalement, je me trouve vachement plus beau avec. Ah, c'est hyper intéressant. J'avais pas prévu. Ouais. Ah, c'est vrai, ton rapport à toi-même, du coup, il change, quoi. C'est terrible. Ouais, c'est... Gros dos. Intéressant. Mais pardon, on parle de moi, alors que mais le mec, il est fort, hein. Vous avez vu un petit peu comment il a retourné l'interview en 2 questions. Et donc ouais, influenceur food, bof quoi, finalement. Ouais. Toi, tu voulais présenter des restos. Influenceur humain. Oh. Je vais mettre ça dans ma bio. Oh. Est-ce que
Tu sais, bon, t'as pas inventé ce style-là. Hein. Il y a notamment des Américains très très connus et qui l'ont fait. Notamment l'un des plus connus, je crois, c'est Humans of New York, tu vois, qui a commencé, je crois, à l'époque où juste il prenait des gens en photo dans la rue et puis sur Facebook, je crois, à l'époque, il postait ça et puis il y avait un petit texte de la personne à chaque fois, quoi. Ouais. C'était pas encore en vidéo à l'époque. Ouais, moi, c'est ma grande référence, hein, forcément. En fait, ce gars, il était trop fort parce que, tu sais, j'étais photographe à l'époque et le gars, il écrivait des textes qui étaient tellement sublimes et qui donnaient tellement de texture et de nuances à la photo. Et je trouvais ça trop intéressant à quel point la photo tout seul, pour moi, ça marcherait pas. Le texte tout seul, ça marcherait moins. Mais en fait, il avait trouvé un truc, une sorte de connexion exceptionnelle. Et enfin, moi, j'ai ressenti des émotions de fou en lisant ces textes. Vraiment. Et c'est un peu une sorte de révélation artistique. Tu vois, j'ai vu ça et je me suis dit, mais c'est possible. Avec la création, avec aussi cette distance et cette pudeur de me faire vivre autant d'émotions. Et je me suis dit, mais c'est fou. Ok. Ouais. Et donc, c'est l'un des trucs qui t'est revenu en tête, c'est ça, quand tu t'es dit, ok, je voudrais remettre un peu de sens? Bah, alors ça, j'ai toujours eu en tête, je crois, mais je savais pas trouver le format pour faire ce que lui pouvait faire. Et en fait, TikTok est arrivé, t'as plein de gens qui ont fait des choses beaucoup plus humaines. Il y a notamment un auteur qui s'appelle Hunter Prosper, qui pose beaucoup la question de c'est quoi le plus bel amour de ta vie, et qui faisait dans un format qui était aussi trop beau. Incroyable ces vidéos, hein. Ouais, des gens, des vieilles personnes là, qui parlent de leurs amours de jeunesse. Trop fort. Les émotions qui montent instantanément. Waouh. Et la force, moi ce que je retiens de lui aussi, c'est la force de me créer une émotion tellement rapidement. Et je trouve que sur les réseaux, c'est dur, tu sais, on est tellement dans la culture du scroll que te dire je vais attraper les gens et je vais leur faire vivre un truc très puissant et très court, je trouvais ça fou. Et du coup, bah, en fait, j'ai commencé un peu par hasard. J'étais en vacances en Corse et il y a une dame qui me parlait d'un deuil qu'elle avait fait avec l'amour de sa vie. Et bah, j'étais un peu en réflexion de création et je lui ai demandé, bah, écoute, est-ce que ça te dirait que je te filme? Parce que bah, j'avais expliqué que j'étais créateur et tout. C'était une inconnue? Une inconnue, ouais. Ok. C'était une meuf qui était dans le même hôtel que moi. Et du coup... avec qui t'as causé? Ouais, on a commencé à parler et tout. Et au bout d'un moment, j'ai dit, est-ce que tu serais intéressé de témoigner? Non, c'est marrant parce que je crois que tu te rends pas compte. T'es en train de causer à une personne et assez rapidement, elle vient de parler du deuil de l'amour de sa vie, quoi. Ouais. Déjà, rien que ça, c'est pas normal, tu te rends compte, quoi. Ah, enfin, je crois que c'est un peu exceptionnel, entre guillemets. Bah, j'ai pas mal la capacité de parler des choses un peu profondes avec les gens. Je pense que c'est beaucoup lié au voyage aussi. Tu sais, j'ai fait beaucoup de couchsurfing. Et tu sais, couchsurfing, c'est marrant, tu dors chez des inconnus, mais tu sais que le lendemain, tu les verras plus. Et du coup, très vite, t'arrives à un truc où un peu tu cut the bullshit et t'arrives juste dans les sujets qui t'intéressent de ouf, tu vois. Parce que tu sais que de toute façon, demain, c'est fini. Et le fait qu'il n'y ait pas trop d'enjeux personnels fait que souvent, les gens en face sont aussi capables de se livrer à fond. T'aimes pas le small talk? C'est pas que j'aime pas, il y a des moments à small talk et il y a des moments où j'ai besoin de profondeur. Tu vois. Et donc, cette dame à qui on parlait du deuil de son mari, quand j'ai proposé de la filmer, elle m'a dit oui. Et j'ai senti qu'en fait, ça faisait aussi du bien de le partager à plus de gens. C'était pas oui, tu m'emmerdes. C'était vraiment oui, fais-le. Et je suis content que le message peut être propagé, tu vois. Et j'ai trouvé ça trop beau. Vraiment, même là, tu vois, je suis un peu ému d'en parler. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et ça t'a aidé? Ça t'a nourri? Ça t'a remis de... Ouais, ça m'a apporté plein de beauté, tu vois, plein de bonheur et plein de poésie dans le monde. Et ça m'a donné un sens aussi à ce que je voulais faire et pourquoi je le faisais, tu vois. C'est pour ça que t'es ému, là? Ouais. Vous voyez pas, mais je suis ému. Oui. Pourquoi t'es ému? Bah, je sais pas, ça me rappelle plein de beaux souvenirs et bah, en tant qu'artiste, je fais des trucs aussi pour la beauté, tu vois. Et je suis très sensible à la beauté. Tu te considères artiste? Ouais. Même si c'est un mot qui est un peu difficile à prendre, parce que... Dans quel sens? Bah, il y a plein d'enjeux aussi. Moi, j'ai du mal avec les mots qui ont de l'enjeu, tu vois. En quoi ça a de l'enjeu? Parce que je sais pas, c'est comme artisan-artiste, tu vois. Artiste, c'est s'accepter dans une activité qui est très artistique. Et voilà, je me perds un peu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, si. Mais artisan? Pourquoi tu faisais le rapport? Bah, artisan, je trouvais ça plus simple parce qu'il y a moins d'enjeux émotionnels sur la qualité de ton travail. Ah.
Ok. En fait, C'est intéressant parce que pour ouais. moi, artisan, c'est quelqu'un qui fait avec ses mains, tu vois. Ouais. Et donc je me disais, ok, bah tu mets les deux en parallèle finalement, parce que ce que tu fais, c'est tu fais quand même les choses avec tes mains. Ouais, mais tu vois, par exemple, si je parle du guide ultime, je dirais que c'est plus de l'artisanat, Ok. parce qu'il y a un côté beaucoup plus de volume et de quotidien. Là où pour moi, mes vidéos portraits, c'est plus de l'artistique. Ok. Voilà. D'accord. Donc t'as l'impression de nourrir un peu ces deux facettes chez toi? Ouais, sachant que je pense que je serais pas heureux à être qu'un artiste. Parce que me connaissant, je passerais 6 mois à rien foutre et à me poser des questions sur qu'est-ce que j'ai envie de faire. T'es sûr de ça? Ouais, je pense que je pourrais avoir des vrais passages à vide artistiquement. Et après, je ferais toujours d'autres choses parce que c'est en moi, je pense, à la création, tu vois. Mais Tu pourrais passer ta journée à sortir dans la rue et aller discuter avec des inconnus que t'aurais toujours de la matière, je crois. ouais, c'est vrai. Et en même temps, j'aime bien développer une partie vraiment artistique. Moi, j'ai vraiment ça en moi, tu vois. Et à côté, une partie un peu plus entrepreneuriale. Je pense que mon équilibre aujourd'hui se trouve dans ces deux facettes. Ok. Et que c'est pas juste une peur de pas assumer, embrasser la partie que artiste. Je pense que j'ai besoin de cet équilibre. Ok. Donc tes vidéos sur Vito, Ouais. finalement c'est tes vidéos perso, quoi. Ouais. C'est ça, dans lequel tu viens y mettre ta fibre artistique. Et tes vidéos derrière le guide ultime, c'est plutôt tes vidéos d'entrepreneur, quoi. Tu le vois comme ça. Non, parce que ça reste des vidéos d'artisans, mais derrière Guide Ultime, c'est aussi une société Ouais. qui a des charges, qui a des frais, où on cherche à créer un business model, où Des on vend des salaires, produits, des payer. salaires, exactement. Donc c'est aussi ça, le Guide Ultime, ce n'est pas que moi et ma création de contenu vidéo, c'est globalement tout ce que fait toute l'équipe. Ok. Et donc derrière le guide ultime, parce qu'on peut en parler un petit peu, il y a aujourd'hui une équipe complète. Et en fait, j'imagine que l'un des objectifs, c'est de réussir aussi à rentabiliser cette activité, parce que on peut en parler, mais à la base, quand tu vas filmer comme ça comment dire, dans un restaurant, les restaurateurs te payent pas forcément. C'est Non, ça? ils payent jamais. Ils payent jamais. Ouais, parce que ils ont pas d'argent, et deux, c'est des restaurateurs, ce serait trop chiant de discuter business avec eux. Ah bon? Pourquoi c'est ça? Non, c'est une blague. J'en sais rien, moi je connais pas beaucoup de restaurateurs. Non, bah, souvent les restaurateurs sont à l'ancienne, et nous, comme guide, on veut pas avoir une relation d'argent avec eux. Ça marcherait pas, il faut qu'on reste indépendant. Donc effectivement, aujourd'hui, le modèle il est principalement basé sur la publicité, mais on vend aussi des produits. On a ce qu'on appelle le club ultime. Donc c'est un club à 2 € pour profiter de plein d'avantages dans Paris. Et c'est comme ça qu'on va essayer qu'on y arrive déjà à faire une boîte qui est rentable, qu'on va essayer de se développer de manière intelligente. Et donc là, il y a des gens qui viennent s'abonner qui viennent donner 2 balles par mois pour avoir c'est des réductions alors, c'est ça, sur les... Ouais, des réductions sur des restos. Quand on fait des événements, t'as des accès coupe-fil VIP. Et en gros, l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire l'abonnement parfait, tu vois, pour un prix très bas, qui va te permettre de profiter au maximum de Paris. Ok. Et vous avez beaucoup d'abonnés? On a 3500 abonnés payants. Ça commence à être intéressant, quoi. C'est pas mal, il faut continuer à... Oui. à grandir. À grandir. Mais c'est vrai que sur une base d'1 million d'abonnés, ça paraît pas beaucoup, quoi. 3500 qui sont prêts à donner de l'argent, quoi. Ouais, ça veut dire que le produit est pas parfait, qu'on répond pas vraiment à un besoin et qu'il faut qu'on travaille pour améliorer le produit. Ok. Parce que pour moi, l'un des trucs aussi enfin, tu vas me dire ce que t'en penses, mais pour moi, de l'extérieur, tu vois, c'est que les gens qui sont sur Instagram, ils sont sur Instagram. Ou les gens qui sont sur TikTok, ils sont sur TikTok. Et c'est très très dur de les faire sortir, entre guillemets, et de les inciter à aller acheter un truc en dehors. Bah, je vais te donner tort pour 2 raisons. Merci. C'est exactement ce que j'attendais de ta part. La première, c'est que quand justement on parle d'un resto, on voit la conversion avec la queue au resto des abonnés qui vont dans les restaurants. Alors ça, je comprends. Ça me va. Dans la vraie vie, tu veux Ouais. dire? Oui, bien sûr. Ok. Oui, le pouvoir de recommandation, il est énorme. Ouais. Je te parle plutôt des gens qui sont prêts à acheter un produit en dehors de rester sur Instagram, quoi. Ah, tu veux dire en ligne? Ouais. Donc aller sur... encore une fois, ça dépend, parce qu'en fonction des produits, quand on fait un super produit, il marche très bien. Ok. Donc en fait, tu perds forcément des gens. Tu n'auras pas 100% d'achat parce que tu as des gens qui sont vraiment que là pour les vidéos. Mais en même temps, tu vois, si tu es là parce que tu aimes les bonnes adresses à Paris, si on te fait un produit qui te permet de découvrir des bonnes adresses à Paris, ça paraît pertinent que tu l'achètes. Ok. Mais il faut pas croire que les gens sont cons et que tu peux vendre n'importe quoi parce que tu as des abonnés. Ah, ça c'est sûr et certain. Ouais.
Les gens sont pas cons. Non, c'est Surtout clair. avec leur argent. Ouais, Surtout en ce moment avec leur argent. ouais, c'est clair. Ok. Et donc, ouais, comment dire, c'est quoi les produits publicitaires que vous mettez par exemple sur le guide ultime pour expliquer un petit peu? Quand tu veux dire, on fait une OP, bah là, par exemple, avec Appen, on a fait le guide du love pour la Saint-Valentin. Yes. Donc, c'est les meilleures Appen. adresses pour. Appen qui est une appli de rencontre, hein, donc. Tu penses qu'il y a des gens qui savent pas. Moi, je pars toujours du principe. J'aime bien remettre du contexte. Ouais, t'as raison. Tu sais, il y a des gens dans un autre podcast qui me reprochent de mettre du contexte. Moi, j'aime bien qu'il y ait toujours un maximum de contexte parce que peut-être les gens ils savent pas ce que c'est qu'Appen. Non, c'est vrai, t'as raison. Moi, je suis trop, en fait, tu sais, un peu auto-centré, tu vois, sur ce que je vis. Du coup, des fois, je suis en mode, ah ouais. T'inquiète. Je suis là pour ça. Les gens, ils nous écoutent, ils doivent dire, ah, encore un connard de Parisien qui croit que. Non, je crois pas. Alors, si vous pensez que je suis un connard de Parisien, mettez-le dans les commentaires, n'hésitez pas. Victor n'est pas un connard de Parisien. Donc avec Appen, par exemple, Appen vient vous voir. Ok, on voudrait faire une OP. Ouais. Et c'est vous qui produisez l'OP, entre guillemets, qui l'a pensé, qui l'a produisé, etc. Nous, c'est ce qu'on aime le plus faire. C'est vraiment pas juste mettre notre nom et notre marque et notre visibilité au service d'une marque, mais réfléchir à comment on peut créer une expérience, un truc qui apporte de la valeur aux gens. Et un truc dont moi, je suis très très fier. J'avais eu la chance de rencontrer Xavier Niel et il m'avait dit, ah ouais, est-ce que tu voudrais faire un truc pour free? Donc je lui avais fait des propositions absurdes de ouf. Et ce truc, ça s'est transformé en la friperie, donc friperie. Et en fait, la blague, c'est que c'était une friperie où tout était à 2 euros. Et vu que c'était avec free, t'avais des iPhones à 2 euros. Donc en fait, on a privatisé une friperie avec des produits de taré. Il y avait genre des trucs de luxe, des restos gratuits, plein de vêtements à 2 euros, tu vois. Et ça a vraiment beaucoup marché. Ça a tellement marché que la rue a été complètement débordée de personnes. Incroyable. En fait, si on avait prévu le début de la queue à côté de la boutique, en fait, il y avait eu tellement de queue que ça faisait le tour du bloc. Mais bien sûr. Et à la fin, du coup, quand ça revenait, ça commençait à être le bordel. Parce que du coup, ça s'accumulait, le métro était bouché et tout. Et j'ai pas anticipé à quel point ça allait intéresser les gens. 2 euros. Tout est dit. 2 euros, quoi. Mais tu vois, je crois que ça revient toujours avec mon doute de ce que je vaux, tu vois. Et je me dis, ouais, mais ça va, je sais pas pourquoi, tu sais, cette limite un peu de. Ça va pas tant intéresser que les gens que ça. Et en fait, si. Et après, tu arrives en vrai et tu fais, ouais, putain, il y a trop de gens. Waouh. Et ça te permet de prendre conscience que les trucs que tu fais marchent? J'ai toujours un peu une peur. Ah ouais. Tu vois, un peu ce truc. Exactement, de ok, cette fois-ci ça a marché, mais la prochaine, faut quand même se battre et travailler pour que ça marche, tu vois. Ok. Je crois que je garde un peu ça en moi, ce truc de. C'est jamais acquis, quoi. T'as raison, c'est jamais acquis, mais est-ce que c'est pas forcément obligé d'en faire une peur et un truc. Ouais, je pense que c'est là-dessus qu'il faut que je travaille. Faut pas que ça soit non plus une source d'angoisse. C'est une source d'angoisse? C'est pas une angoisse profonde. C'est peut-être une pression que je me mets, mais c'est pas une angoisse, non. Genre, c'est pas que j'endors pas la nuit, quoi. Non, non. C'est une pression. Ok. Et en fait, t'arrives, toi, aujourd'hui, à trouver cet équilibre entre faire des OP Xavier et aller voir des gens random dans la rue et leur demander de parler de leur grand-père qui est mort, quoi. C'est incroyable, le grand écart. Ouais, mais en fait, ce qui relie tout, c'est mon amour pour les gens, tu vois. Xavier Niel, j'ai été fasciné, j'ai adoré lui parler. Comme je peux adorer parler à un inconnu dans la rue. Je crois que toutes les personnes sont profondément intéressantes. La seule chose qui diffère, c'est moi à quel point je suis prêt à les écouter. Tu vois, des fois, t'es plus prêt que d'autres fois. Et c'est juste ça, les métriques, en fait. Et non, je trouve mon équilibre là-dedans et je sais que je continuerai à discuter avec des inconnus et à parler des gens que j'admire. Et ouais, moi, c'est ça mon équilibre. Et c'est pas toujours facile à trouver, tu vois, parce que t'as aussi la composante argent. Aujourd'hui qui prend la place, et aussi avec l'argent vient les problèmes de l'argent. Les gens qui sont pas bien intentionnés, les trucs que t'as pas envie de faire, mais tu t'auto-convaincs que c'est la bonne chose à faire parce que derrière t'as un gros chèque. T'as plein de trucs comme ça qui sont des nouveaux défis dans ma vie, mais que j'apprends à lutter et je suis profondément bien entouré. Quand tu voudras, tu viendras dans mon podcast Histoire d'argent, on en parlera si tu veux, parce que l'argent n'amène pas forcément des problèmes. Mais je crois qu'il y a un vrai truc aussi où si t'es convaincu que l'argent amène des problèmes, il va t'amener des problèmes. Ouais, c'est intéressant. Sans pour autant faire quand on veut, on peut, quoi, tu vois, ce genre de conneries de bullshit. Mais c'est vraiment une vraie truc, c'est-à-dire que si c'est une croyance profonde que t'as en toi de putain, en fait, avec l'argent viennent les problèmes, tu vas forcément, d'une manière ou d'une autre, attirer des gens qui vont t'amener des problèmes avec l'argent. C'est très juste. Et tu vois, il y a des tas de gens qui ont de l'argent et qui ont
pas de problème avec cet argent-là, parce qu'en fait, ils partent du principe que cet argent leur est dû, quoi. Mais tu sais, c'est marrant, j'en parlais avec Xavier Niel. Oui. Cette phrase est absolument incroyable. Et T'as parlé d'argent avec Xavier Niel? Ouais. Putain, il faut que tu me donnes son numéro, parce qu'il faut qu'il vienne de mon podcast sur l'argent. Alors, je crois qu'il refuse tous les podcasts, Ouais, mais je peux te passer son mail. Parce qu'il répond pas il mal. répond à tous les mails. Ouais. Je sais. Et en fait, il me disait, en fait, pose-toi la question, est-ce que t'es angoissé quand tu te couches le soir? Que tu sois millionnaire, milliardaire ou pauvre, c'est ça ton Matrix? Et dis-moi, je suis pas angoissé. Et voilà. Ouais, il y a plein de gens qui se diraient, mais non, mais c'est facile de pas être angoissé quand t'es milliardaire comme Xavier Niel. Mais moi, je peux vous promettre, pour avoir interviewé des gens dans mon podcast qui sont très riches, en fait, l'angoisse ne part pas avec l'argent. Est-ce qu'il y a une corrélation, tu penses? Bah, ça dépend de ce que tu viens mettre sur l'argent. C'est-à-dire que peut-être tu peux fantasmer le fait que l'argent va te régler tous tes soucis. L'argent va te régler des soucis, sans aucun doute. Mais si tu pars du principe qu'une fois que tu auras de l'argent, tu n'auras plus de soucis, je crois vraiment que tu te fous le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Parce que vraiment, ça n'a strictement rien à voir. Si tu as peur de manquer, tu auras peur de manquer même quand tu auras de l'argent, parce que tu pourras te dire, enfin, je sais pas, plein de trucs du genre, on va peut-être me le voler, il va peut-être disparaître, demain tout va s'écrouler, il va y avoir une bombe nucléaire sur la France, et en fait, mon argent vaudra plus rien, il y aura plus de banque. Enfin, tu vois, tu peux inventer 1000 trucs, quoi. Alors que si, en toi, tu es serein. Il a pas tort, le Xavier. Il est bon, hein. Ouais, donc toi, pour l'instant, c'est un peu un truc que tu as par rapport à l'argent qui est ok, ça peut amener des soucis, quoi. En fait, j'ai ce truc où avant j'avais vraiment un côté très artistique, chômage du coup. Enfin, j'avais pas le chômage, juste pas de RSA, juste pas d'argent, quoi. Et j'ai commencé à gagner de l'argent autour de 29 ans quand j'ai commencé à influence. Et du coup, c'est assez étonnant. Tu faisais quoi avant? Excuse-moi, mais je t'ai pas demandé, mais tu faisais quoi entre tes 19... Donc, si j'ai bien compris, t'as fait tes études jusque 22-23, c'est ça? Bah écoute, à 23 ans, c'est là où j'ai fait le Burning Man. J'ai gagné un peu de sous à travers mes tirages photos et c'est globalement pour ça. Et en gros, j'ai vécu sur cet argent entre mes 23 et mes 28 ans. Ouais, je travaillais pas. Quand tu dis que t'as gagné un peu de sous, t'as gagné combien? Je crois que j'ai gagné 25 000 euros. Ok. Un truc comme ça. Et en fait... Tu dépensais pas beaucoup d'argent. Non, mais je voyageais beaucoup. Donc beaucoup de pays où ça coûtait rien. Et c'est une autre histoire, mais j'ai vécu avec mes meilleurs amis dans une maison gratuite. Parce que, en gros, j'avais mis une annonce sur ma page Facebook à l'époque où je publiais mes photos. Pour dire que je cherchais un appart et que j'étais en galère. Et j'ai trouvé un mécène qui m'a proposé une maison qui était un peu pourrie, genre elle était pas finie, mais elle avait l'avantage d'être à la Garenne-Colombe, donc proche banlieue parisienne. Et on y a vécu avec mes meilleurs amis pendant 4 ans. Incroyable. Ouais. Et on vivait une vie... En mode squat d'artiste alors? Exactement, ouais. Okay. C'était autorisé, parce que il voulait bien que ce soit là. C'était pas un squat? Non. Et en fait, c'était marrant parce que dans cette période de ma vie, j'ai très très peu dépensé. Aussi parce que j'avais un pote qui était très frigane. Donc frigane, c'est récupérer les poubelles des invendus alimentaires ou dans les marchés et tout. Donc en fait, j'avais opulence de nourriture, j'avais pas de loyer et j'avais mon vélo pour me déplacer. Donc en fait, j'ai vécu une période où l'argent n'était pas important. C'était pas un métrique, tu vois. Je me posais pas la question de comment je vais en gagner parce qu'en fait, j'en dépensais pas. Et ça a été une super période de ma vie aussi. Qu'aujourd'hui, où tu gagnes plus d'argent, tu te dis c'était pas si mal finalement d'en dépenser moins ou... Non, pas du tout. J'ai pas de regrets. C'était une période, j'étais plus jeune, j'avais envie de création et de découverte. J'adore ma période. Aujourd'hui, je suis vraiment à la place où je voudrais être. Tu vois, je suis très très heureux et je vis. J'ai beaucoup de gratitude pour le quotidien. Vraiment. J'ai mis une story d'ailleurs hier parce que je faisais une vidéo et j'ai ressenti tellement de gratitude. J'ai mis une story où j'ai dit je suis trop content de faire ce que je fais. Tu vois. Et non, je regrette pas cette période, mais je suis content d'avoir vécu. Ok. J'ai vu que tu avais mis une story aussi en sortant du Rex, c'est ça, après Dune, en te disant qu'est-ce qui vient de se passer là? Ouais. Mais t'es toujours étonné de ce genre de truc. Ouais, complètement. Tu sais, t'as raison, hein, c'est une super idée, quoi. Enfin, c'est une comment dire? C'est une très bonne façon de voir la vie, quoi, tu vois, de rester étonné. Mais... Ouais, mais t'as raison sur le fait qu'il faut pas que ça m'empêche de vivre à fond les choses, parce que je mets une distance avec les choses où je me dis en fait je mérite pas, tu vois. Et du coup tu vis peut-être un peu moins bien. Ah bah c'est sûr et certain, oui. Si t'es en train de te demander ce que t'es en train de foutre là...
Bah, je me dis, ouais, c'est ouf que je sois là, quoi. Et en même temps, ouais. Ce qui est cool aussi. Ouais, il faut trouver l'équilibre. Ouais. Faut pas être blasé des choses et considérer que tout est acquis, mais faut pas vivre les choses avec trop d'illégitimité. Comment tu peux faire pour travailler là-dessus? Ah, c'est la recherche de l'équilibre, tu sais, c'est la recherche de chacun d'entre nous dans tous les pans de notre vie. Hein. C'est ça qui est trop beau, c'est toujours cette recherche d'équilibre. Je pense que le bonheur il se trouve là, dans l'équilibre, et en fait c'est ça qui est fort dans la vie, c'est que toute ta vie tu vas rechercher. Dans ta vie. Dans ma vie en tout cas, ouais. Oui. Ouais. Non, mais parce qu'il y a plein de gens qui sont pas du tout dans la recherche de l'équilibre, mais j'ai l'impression que pour toi c'est un vrai truc, c'est un vrai sujet. Ah, tu penses que c'est pas... Pour moi c'est le sujet de tout le monde. Bah non, je crois pas. Hein. C'est pas ton sujet toi? Non, je crois pas. Ok, Ouais. Ah, c'est intéressant. Non, je crois pas. Je crois au contraire que j'ai plutôt envie d'intensité Ah ouais, ok. dans genre un truc. Ok. Boum, tu vois. Ouais. Alors que toi, j'ai l'impression que t'as besoin d'équilibrer les choses, quoi, tu vois. Mais moi j'ai beaucoup d'intensité naturellement, je pense. Oui. Du coup j'ai pas besoin de plus d'intensité. Mais donc, ouais, tu vois ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai beaucoup d'intensité naturellement, mais en fait, de ce fait, je vais faire attention à... En fait, quand j'ai envie d'un truc, je vais y aller à fond. Ouais. Toi, j'ai l'impression que tu fais très attention à être, justement, tu vois, à nourrir à la fois ton côté entrepreneur, mais de pas oublier l'artistique à côté, quoi. Alors je pense que comme toi, à un moment j'allais à fond partout. Et en fait je me suis épuisé. Et du coup maintenant j'essaye de voir où je mets mon énergie. Parce que tu te dispersais, c'est ça? Ouais, de fou. Ok. Et je me disperse encore un peu, pour être franc, mais j'apprends à refuser plein de choses, à prioriser des choses, et à me dire qu'en fait j'ai du temps où juste ça va être pour moi, tu vois. C'est pas... T'as pas une énergie limitée. Il faut savoir... Je pense aussi pour tenir sur la durée, parce que parfois je fais un peu la comparaison avec le métier d'athlète. Tu vois, t'es un peu un sportif de haut niveau, t'as une grande discipline. Moi j'en ai une en tout cas dans ce que je fais dans mes projets. Et pour tenir, je pense qu'il faut que j'arrive à trouver cet équilibre. Pour moi, c'est la clé. Ok. Et tu fais quoi alors pour tes moments pour te ressourcer? Un truc que je fais pas mal, que d'ailleurs faudrait que je refasse, les voyages à vélo. Ok. Ouais, c'est mon truc où je fais du sport, je déconnecte, j'ai pas internet, je suis dans un pays étranger, je me challenge. Donc tu pars à l'étranger, Ouais. c'est pas juste ok, je décide d'aller à Lyon, de faire Paris-Lyon en vélo, quoi. Bah, je pourrais, je pense que là j'ai fait la région Grand Est à vélo. Mais c'était pour une OP. mais malgré tout, c'était quand même hyper reposant. Ok. Il faisait ultra froid, j'étais pas préparé, j'ai fait 120 km par jour. J'étais, je pense, proche du... comment on appelle quand tu meurs de froid là? De l'hypothermie? De l'hypothermie. Ok, cool. Mais en vrai, j'ai mis un truc que physiquement c'était très dur, mais psychologiquement c'était assez libérateur. T'étais tout seul? Ouais. Ah ouais, en plus. Ouais, moi ce genre de voyage j'ai fait vraiment tout seul parce que c'est un moment où je prends du temps pour moi. Mais là, comme c'est une OP, tu vois, t'aurais pu te dire, bon, ok, je viens prendre un réal ou quelqu'un avec moi. Non, quoi. mais non, ça aurait pas eu la même saveur. Je les ai convaincus de me laisser faire. Et je pense que c'est hyper important, les moments d'introspection. Bah, j'avais fait Vipassana. Donc Vipassana, c'est une méditation. Je vois ton regard. Merci d'avoir mis un peu de contexte. Vipassana, c'est 10 jours de méditation intense dans un centre où globalement tu fais que ça. Tu parles pas, tu regardes pas d'autres personnes et tes 10 jours sont vraiment là pour te faire méditer. Et du coup, c'est un grand moment d'introspection. T'écris pas, tu n'écoutes pas de musique, tu n'écoutes pas de podcast, tu es juste en toi. Globalement, tu fais que méditer. Hein. T'as le droit de rien faire d'autre à part manger une fois à midi. Voilà. Et je pense que c'est important. Tu vois, il y a tellement d'informations partout aujourd'hui qui des concepts basiques comme l'ennui, c'est des choses qu'on n'a plus. Et je pense que ça fait partie de notre équilibre, en tout cas du mien, et du coup je me force à me faire chier. Ok. Et ça t'as fait ça quand, Vipassana? C'était pendant mon voyage en Asie 2019. Ok. Qu'est-ce que t'en as retiré? C'était très dur. J'ai beaucoup pleuré de manière très intense sur des choses très profondes. Et en même temps, je me suis dit waouh, il y avait une partie de moi que j'avais pas trop explorée. Tu vois, parce qu'en fait, t'as pas le temps et tu cherches beaucoup le divertissement, je pense, au quotidien. Et donc, il y a un grand apprentissage et plus de méditation dans ma vie au quotidien, de manière un peu moins violente, notamment avec le vélo. Oui. Pour moi, le vélo est une super forme de méditation, mais un truc trop intéressant que je conseille à tout le monde. Vipassana, c'est hardcore. Hein. Ouais, en plus, j'étais pas si prêt. J'ai jamais fait. Hein. Moi, j'ai fait une journée
de silence Ouais. total. Donc, et rien que ça, déjà, c'était... Waouh, tu vois le potentiel, quoi. Tu te dis, ok, ça x 10, ça doit être un délire. Ouais, c'est pas facile. Je dirais pas l'inverse. Après, un truc, vu que moi j'avais vraiment un peu vécu comme un défi aussi. Donc c'est, comment dire, c'est motivant. Tu sais que ça va être dur sur une période courte de ta vie. Et aussi, j'ai fait parce que un de mes potes m'avait dit, en fait, c'est ça, c'est quelqu'un te convainc, te dit c'est incroyable, et du coup, t'as envie de le faire. Et au début, j'étais un peu frustré parce que j'avais pas atteint les niveaux de transcendance que lui avait pu vivre. Et du coup, j'étais un peu deg. J'ai fait putain, tu m'as menti. Mettre de la performance. Ouais, tu sais, dans la méditation. C'est ça, tu sais, j'avais envie d'un Je vais être résultat. le meilleur méditeur. Je crois que je voulais un résultat et c'est un peu un truc qui m'a poussé, mais c'est aussi, tu vois, j'ai appris à travers ça que, bah oui, mon expérience était différente et on n'était pas moins intéressante. C'est ton expérience. Exactement. Et si ça tombe, tu vas le refaire une prochaine fois et ce sera encore une autre expérience, Ouais. etc., quoi. Ouais, je pense que je le referai. Faut que je trouve un moment dans ma vie où je me dirais que ce sera le bon moment, mais ouais, je pense que. Tu peux décider quand tu veux, non? Ouais, tu vas quand tu veux. Enfin, T'es libre. Faut juste réserver et il y a beaucoup de demandes, mais oui, sinon tu vas quand tu veux. Parce qu'il y a des retraites Vipassana en France aussi. Hein. Alors je crois qu'il y en avait une à l'époque où j'ai faite et du coup il y avait vraiment beaucoup de demandes. Donc ouais. C'est ça aussi d'être influenceur Vipassana, quoi, tu vois. T'as bouché l'entrée aux retraites Vipassana. Comme t'as bouché les entrées pour les restaurants, quoi. T'imagines, il y a la queue devant Vipassana, il y a genre. Incroyable. Je sais pas si c'est ce qu'ils cherchent. On vient de la part de Vito Vidéo. Non, je sais pas si c'est ce que. Non. Puis en plus, c'est pas un déj, quoi. Non. C'est pas une balade de santé. Non. Après, moi, la nourriture était bonne quand même. Ah. Et surtout quand t'as un autre à faire de ta journée que manger, crois-moi, tu apprécies tout le plat, quoi. Oui. Ouais. Tu prends le temps de kiffer. Mais en tout cas, au-delà de Vipassana, je pense que prendre du temps pour s'ennuyer et pour faire un petit travail introspectif, moi, ça me fait beaucoup de bien. Et je pense que ça peut aider plein de gens. Et donc, tu fais ça régulièrement? Ouais. Ok. Trop bien, hein? Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené? T'aurais aimé parler? Ouais, on a parlé de beaucoup de choses, hein. Ouais. Je sais pas trop, là, c'est... Tu veux qu'on parle de qui veut être mon associé? Tiens, ah ouais, vas-y, c'est trop drôle parce marrant. que je t'ai contacté. Je t'ai envoyé un message, je crois, au mois de décembre pour te dire bravo pour tout ce que tu fais. Et puis, je sais pas, quelques mois plus tard, là, je te disais, viens donc dans Histoire de succès. Et mercredi, ou je sais plus, jeudi, je regarde le replay de qui veut être mon associé et je vois la gueule de Victor. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Incroyable. Ouais, c'était marrant. Donc, qui veut être mon associé, c'est une émission sur M6 qui est diffusée tous les mercredis en ce moment pendant quelques semaines et où des entrepreneurs, des entrepreneuses viennent pour pitcher leur projet finalement et chercher des associés, de réclamer de l'argent à des associés aussi divers et variés que donc il y a Marc Simoncini qui est le fondateur de Mythique, t'as le gars oh putain après j'ai oublié, t'as Anthony Bourbon aussi qui est le gars qui a fondé Feed, t'as Stéphanie de Levesque là cette année qui est je crois que c'est Stéphanie Delest et Eric Larchevêque. Et Eric Larchevêque, pardon. Et puis t'as Antoine Parquet aussi. Ouais, Antoine Parquet, qui très bon footballeur. Ouais. qui viennent en fait tout simplement potentiellement donner de l'argent à des entrepreneurs, quoi. Exactement. Et toi, tu t'es retrouvé là avec ton associé? Un peu par hasard, ouais. Ouais. J'avais fait une demande sur le site parce que j'avais vu qu'il y avait un truc pour répondre, mais vraiment très random, tu vois. Et j'avais été recontacté par une meuf du casting qui m'avait dit ah ouais, ça nous intéresse de fou, moi je connaissais déjà, machin. En fait, c'était une abonnée, tu vois. Et c'est un peu drôle parce que moi, en vrai, je m'en foutais un peu, hein, pour être franc. Donc j'avais dit ah oui, pourquoi pas. Après c'est chiant, en plus ça m'a demandé de remplir des papiers et tout. Et tu sais, elle te disait non mais c'est pas du tout sûr et tout. Et au bout d'un moment, j'avais pas trop de nouvelles. Et en fait, c'est vraiment trop drôle. Je revenais d'un EVG de Dax. Et donc dans le train, elle m'a demandé encore des papiers. Et j'ouvre mon ordinateur pour travailler sur le truc qui va être mon associé. Et là, je vois mon téléphone qui sonne. Elle me dit retourne-toi. Et en fait, derrière moi, incroyable, il y avait la meuf et la directrice de casting de qui va être mon associé. Et qui m'a dit ouais, c'est incroyable. Et c'est marrant parce qu'elle m'avait dit en fait, vous n'aviez pas été sélectionné
Mais moi je crois trop au destin et puis j'ai vachement hypé sur notre projet et tout. Elle m'a dit vas-y, je rentre au bureau, j'en parle et tout et j'essaie de pousser ton dossier. Incroyable. Et 2 semaines plus tard elle m'appelle pour me dire bah voilà c'est bon t'es pris, tu vas passer avec ton associé. C'est trop marrant. Et donc vous vous êtes retrouvé à pitcher votre projet devant cette ribambelle d'investisseurs Ouais. à la télé. Et ce qui est drôle c'est que de base vu qu'on pensait pas passer, nous on n'avait pas du tout l'intention de lever des fonds. On s'est dit bon ça fait de la bonne pub tu vois. Et en fait, sur le moment, vraiment, on était parti avec cette truc de on va refuser, peu importe ce qu'on nous propose. Et en fait, on nous a fait une proposition qui était intéressante, qui était intelligente, avec des gens qu'on aimait bien. Et du coup, on s'est dit, bah go, on va accepter. Incroyable. Ouais. Donc vous avez... C'est qui maintenant votre nouvel associé? Antoine Parquet, les footballeurs. Tony Parker. Tony, Donc. Pardon, Tony Tony, Parker. si tu nous écoutes. Il fait un très bon podcast d'ailleurs, Tony Parker. Ouais, c'est vrai. J'ai déjà écouté. Donc ouais, vous avez Tony Parker dans votre... Et Jean-Pierre Nadir. oui, Voilà. qui se sont associés pour le coup pour venir... Exactement. Pour venir discuter, quoi, venir causer avec vous. Waouh. Ouais. Donc ça ouvre de nouvelles perspectives pour la boîte. Ouais, ça emmène la boîte vers un nouveau step. Mm. L'objectif pour nous, c'est vraiment de devenir un média. J'ai beaucoup été créateur. Et il y a aussi Ali, mon meilleur ami, qui fait beaucoup de vidéos sur Guide Ultime. Ouais. Et donc là, l'enjeu, je dirais, c'est vraiment de transformer ça en média, de plus se désincarner et d'en faire un truc un peu plus comme une marque. Ce qui est déjà, je pense, beaucoup le cas aujourd'hui chez les gens, parce que des fois, je croise des gens qui, genre, disent ah oui, j'ai fait Guide Ultime. Ils me disent ah bon, je savais pas que c'était toi derrière et tout. Donc c'est cool. Et voilà, donc c'est une nouvelle aventure. Eh ben, merci beaucoup, Vito. Je mettrai tous les liens pour aller découvrir ton travail et notamment effectivement tes vidéos humaines là, de Human of Paris, les humains de Paris que je trouve vraiment trop chouettes quoi. Bah, merci beaucoup, c'était trop cool. Plaisir partagé. Plus, salut. Salut. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.